David s'est penché, sa main agrippant fermement mon accoudoir. « Ne réagis pas, a-t-il murmuré. Surtout, ne fais rien. » J'ai suivi son regard vers l'avant de la cabine où l'hôtesse de l'air, Jessica, comme l'indiquait son badge, parlait au chef de cabine, faisant un geste dans ma direction avec un air de pur dégoût. Mon estomac s'est noué. Elle a commencé à marcher vers nous, et j'ai su. J'ai su que ma famille avait fait quelque chose. Vous comprenez, j'avais voyagé en classe économique toute ma vie. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien, centime par centime. Ce voyage pour le mariage de mon frère était censé être différent. Première classe. Enfin. Mais j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû savoir que ma famille trouverait un moyen de tout gâcher. Comme toujours, 5 heures plus tard, ils ne prendraient plus jamais ma compagnie aérienne. Avant de continuer l'histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je dois atteindre 1000 abonnés pour pouvoir continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci chaque jour. Ce n'est qu'un clic pour vous, mais cela signifie beaucoup pour moi. Laissez-moi vous parler de ma famille, car vous devez comprendre le tableau complet du dysfonctionnement auquel nous avons affaire ici. J'ai toujours été l'enfant difficile, ce qui, dans le langage de ma famille, signifie que j'avais l'audace de payer mes propres études en travaillant dans la vente, de poser des questions quand les choses n'avaient pas de sens et de m'attendre occasionnellement à être traité comme un véritable être humain au lieu d'un distributeur automatique de billets bien pratique. Marcus, en revanche, était l'enfant chéri depuis sa naissance. Frais de scolarité en école privée, payés, dépenses universitaires, couvertes, appartement en ville après l'obtention de son diplôme, maman et papa se sont portés garants et ont aidé à payer le loyer pendant 2 ans pendant qu'ils se trouvaient dans la finance, ce qui signifiait en réalité que papa avait demandé une faveur et lui avait obtenu un emploi dans la société d'investissement de son copain. Marcus n'a rien trouvé. Tout lui a été servi sur un plateau d'argent, garni de leur approbation et de leur soutien inconditionnel. Mes parents ne sont pas réellement riches, mais ils sont ce que j'appelle des proches de la vieille fortune, ce qui signifie qu'ils ont grandi dans un environnement aisé, ils agissent pas comme s'ils avaient de l'argent et ils sont profondément obsédés par l'apparence d'en avoir, même si le poste de cadre intermédiaire de mon père et le travail à temps partiel de ma mère dans une galerie couvrent à peine leur style de vie. Ils vivent dans cet état constant de représentation, toujours inquiets de ce que pense le cercle du country club, citant sans cesse les noms de personnes qu'ils connaissent à peine. Et dès que mon entreprise a commencé à vraiment gagner de l'argent, ils se sont découverts un nouveau passe-temps, m'en emprunter. Ça a commencé modestement, 1000 par-ci pour une réparation de voiture d'urgence, 2000 par-là pour des impôts fonciers qu'ils avaient oubliés. Chaque fois, ils promettaient de me rembourser. Ils devenaient larmoyants, disaient combien ils étaient reconnaissants d'avoir une fille si responsable, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils feraient sans moi. J'ai été assez stupide pour les croire au début. L'argent n'est jamais revenu. Évidemment, et quand j'ai finalement commencé à dire non, je suis devenue égoïste, obsédée par l'argent et n'ayant pas l'esprit d'équipe. Ce qui est hilarant venant de gens qui m'ont traité comme leur banque personnelle pendant 3 ans. Marcus a épousé Vanessa il y a 2 ans, des fiançailles pour lesquelles ma mère a littéralement pleuré des larmes de joie. Vanessa vient d'une famille réellement riche, du genre avec un pedigree et un nom de famille que les gens reconnaissent. Elle est blonde, elle est impeccable, elle utilise des mots comme « estive » pour dire « passer l'été », et mes parents lui vouent un véritable culte. Ma mère l'a littéralement qualifiée de « la fille que j'ai toujours voulu », alors que j'étais juste à côté. Quant à la réussite de mon entreprise, il l'appelle « la petite entreprise d'Emma », comme si je tenais un stand de limonade. J'ai essayé d'expliquer ce que je fais réellement, mais mon père hoche la tête d'un air condescendant et change de sujet. Alors voici ce qu'est réellement ma petite entreprise et pourquoi la suite de cette histoire va être si spectaculairement satisfaisante. J'ai créé un cabinet de conseil en logistique il y a 8 ans, juste après mes études supérieures. Rien d'extraordinaire, juste moi, un ordinateur portable et une quantité absolument délirante d'emails de démarchage envoyés à des entreprises qui perdaient des sommes folles à cause de chaînes d'approvisionnement inefficaces. J'étais douée pour ça, vraiment douée. Je pouvais regarder un réseau de distribution et voir exactement où se trouvaient les problèmes, où l'argent fuyait, comment y remédier. Le cabinet a grandi. J'ai embauché des gens,
Nous avons pris de plus gros clients. En 5 ans, je dirigeais une opération de plusieurs millions de dollars, mais pour ma famille, je ne faisais toujours que du conseil, ce qui semblait signifier pour eux que je créais des présentations PowerPoint pour des cadres intermédiaires. Puis, il y a 3 ans, j'ai fait quelque chose de soit brillant, soit complètement insensé, selon à qui vous demandez. Une compagnie aérienne régionale, Sierra Summit, était en train de couler. Mauvaise gestion, pires itinéraires, une hémorragie d'argent. Tout le monde dans le secteur savait que c'était fini. Mais j'ai vu autre chose. J'ai vu un actif sous-évalué avec de bonnes bases et des problèmes réparables. J'ai donc fait une offre d'acquisition suffisamment agressive pour rendre mon conseil d'administration nerveux et pour que mon avocat me demande si je traversais une crise de santé mentale. La réaction de ma famille? Ils ont ri. Mon père m'a littéralement ri au nez et a dit que je jouais à la PDG et que j'allais tout perdre en essayant d'être quelque chose que je n'étais pas. Ma mère m'a dit que je devrais me concentrer sur la recherche d'un mari au lieu de poursuivre des chimères. Marcus m'a envoyé un SMS qui disait simplement « Lol, bonne chance avec ça ». Seul David a cru en moi. Il est resté avec moi pendant toutes les nuits blanches, chaque moment de panique où je pensais avoir commis une erreur catastrophique. Chaque réunion du conseil où je devais défendre mes décisions face à des gens qui me pensaient trop jeune, trop inexpérimentée et trop femme pour réussir. Il n'a jamais douté de moi, pas une seule fois. J'ai redressé cette compagnie aérienne en 18 mois. J'ai éliminé le superflu, renégocié les contrats, repensé les itinéraires, en me basant sur des données réelles plutôt que sur des décisions héritées du passé, et investi dans l'expérience client. Nous sommes passés de la quasi-faillite à la rentabilité. Puis nous nous sommes développés. Nouveaux itinéraires, meilleurs avions, options de service premium. Au dernier trimestre, Sierra Summit Airlines vaut une somme à 8 chiffres et continue de croître. Je détiens la participation majoritaire. Je suis la PDG, pas pour de faux, mais pour de vrai. Et je ne l'ai jamais dit à ma famille. Je les ai laissés continuer à penser que je ne faisais que du conseil, que j'étais toujours leur fille décevante avec sa mignonne petite entreprise, parce que leur dire la vérité n'aurait signifié que plus de demandes d'argent, plus de violations de mes limites, plus de raisons pour eux de penser qu'ils avaient droit à ce que j'avais construit. Mais ils étaient sur le point de le découvrir de toute façon. L'invitation au mariage est arrivée dans une enveloppe de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, avec les noms de Marcus et Vanessa gravés en lettres d'or, qui criaient « Nous avons du goût, pas vous ». À l'intérieur, glissé derrière l'invitation formelle avec ses 17 encarts sur les codes vestimentaires, les blocs d'hôtel et les listes de cadeaux dans des magasins où il me faudrait un petit prêt pour faire des achats, se trouvait une note manuscrite de ma mère sur son papier, à lettres monogrammées. « Emma, disait-elle, s'il te plaît, habille-toi de manière appropriée. La famille de Vanessa est très raffinée et nous voulons faire bonne impression. Aussi, la cérémonie est réservée aux adultes, alors prévois en conséquence. » Je n'ai pas d'enfant, donc cette dernière partie n'était qu'une pique passive-agressive générale envers toute personne que ma mère jugeait insuffisamment classe. Le lieu était le Country Club d'Ashford Hills, le genre d'endroit avec une liste d'attente et 3 fourchettes différentes pour la salade, et il n'y avait absolument aucune chance que mes parents puissent se permettre d'organiser un mariage là-bas. Les beaux-parents de Marcus payaient la note, ce qui, je le savais, signifiait que mes parents passeraient tout l'événement à jouer la gratitude tout en s'attribuant simultanément le mérite d'avoir élevé un fils aussi brillant. L'invitation ne mentionnait pas que je faisais partie du cortège, ce que j'ai remarqué immédiatement car Vanessa avait 7 demoiselles d'honneur listées dans l'encart du programme. 7. J'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui demander si j'avais manqué une carte séparée. Et elle m'a rappelé avec cette explication soigneusement construite sur le fait que Marcus voulait garder les choses intimes, avec seulement ses amis les plus proches dans le cortège. Intime. Ces 7 garçons d'honneur étaient ses frères de fraternité, des gars que j'avais rencontrés exactement 2 fois, des gars qui faisaient encore des keg stands à l'âge de 32 ans. Mais bien sûr, inclure sa seule sœur aurait ruiné l'ambiance intime. J'ai dit à David que je n'irais pas. C'en était fini. J'avais passé 31 ans à essayer de gagner ma place dans cette famille, et j'étais fatiguée de prétendre que cela arriverait un jour. Mais David, qui a la patience d'un saint et l'optimisme de quelqu'un qui n'a pas grandi dans ma famille, m'a convaincue du contraire.
On ira, a-t-il dit, en me prenant dans ses bras pendant que je faisais défiler avec rage le site du mariage qui présentait un diaporama de photos de fiançailles sur une bande-son de Coldplay. On se mettra sur notre 31, on sera gracieux, on sourira sur les photos de famille, et ensuite on n'aura plus jamais à faire ça. Une dernière fois, pour tourner la page. J'ai accepté, mais seulement parce que David a fait en sorte que cela ressemble à une mission que nous survivrions ensemble. J'ai donc réservé les vols, me suis offert des sièges en première classe comme un petit acte de rébellion et de soin personnel, et j'ai acheté une robe qui était absolument appropriée, mais qui coûtait aussi assez cher pour marquer le coup. Si c'était la dernière fois que je me soumettais au dysfonctionnement de ma famille, j'allais le faire à mes propres conditions. J'ai réservé les vols 3 semaines avant le mariage, cliquant sur le système de réservation du site de Sierra Summit comme n'importe quel autre client, même si j'aurais pu simplement appeler les opérations et leur demander de m'offrir les billets. Mais je voulais payer. Je voulais que ces sièges soient à moi, entièrement et complètement, sans aucune condition, sans aucune faveur due. Première classe, rangée 4, hublot et couloir. L'email de confirmation m'a semblé être une petite victoire, un minuscule acte de reconquête de quelque chose pour moi-même. Je n'ai mentionné à personne que je réservais sur ma propre compagnie aérienne. Ce détail me semblait être un secret qui valait la peine d'être gardé. 2 jours plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS. « J'ai entendu par Marcus que tu voyages en première classe. Es-tu sûre de pouvoir te le permettre? Nous ne voudrions pas que tu t'endettes pour le mariage. » Il n'y a aucune honte à voyager en classe économique, ma chérie. Personne ne te juge d'être pragmatique. J'ai fixé ce message pendant 5 bonnes minutes, ma tension montant à chaque mot passif-agressif. Personne ne te juge. L'implication étant, bien sûr, qu'elle me jugeait absolument, qu'elle avait déjà décidé que j'étais financièrement irresponsable, que j'étais une fois de plus l'enfant à problème qui prenait de mauvaises décisions. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis la conversation en sourdine et je suis retournée travailler. David a remarqué que j'étais tendue depuis des semaines avant le voyage. Je m'emportais pour des broutilles, je ne dormais pas bien, je mangeais du stress en commandant à emporter à mon bureau. Il me trouvait à 2 heures du matin en train de regarder de vieilles photos de famille sur mon téléphone, me torturant avec des souvenirs de fêtes d'anniversaire où je souriais pour la caméra pendant que Marcus avait la plus grosse part de gâteau, de vacances où j'aidais à cuisiner pendant qu'il jouait aux jeux vidéo, de remise de diplôme où mes parents se quittaient ma cérémonie plus tôt pour arriver à l'heure à sa réservation au restaurant. « Tu n'es pas obligé d'y aller », n'arrêtait pas de dire David. « On peut t'annuler. Ta santé mentale vaut plus que de jouer à la famille heureuse pendant un week-end. » Mais je ne pouvais pas annuler. Une partie de moi avait encore besoin de se présenter, de prouver que j'étais la plus grande personne, de ne pas leur donner la satisfaction de me traiter de difficile et de dramatique pour avoir manqué le mariage de mon propre frère. La veille de notre vol, mon père a appelé. Pas pour nous souhaiter bon voyage ou demander à quelle heure nous atterrissions. Il avait besoin d'emprunter 5 000 $ pour des dépenses de dernière minute du mariage. Ta mère a commandé des fleurs supplémentaires et la facture est arrivée plus élevée que prévu, a-t-il expliqué, comme si c'était une urgence raisonnable. On te remboursera juste après le mariage. Tu sais qu'on est solvable. J'ai dit non. Pour la première fois en 3 ans de ces demandes, j'ai juste dit non. Il y a eu un silence au bout du fil, puis sa voix est revenue, froide et sèche. C'est plutôt d'égoïste, Emma. C'est le mariage de ton frère. La famille s'entraide. J'ai raccroché. Il m'avait traité d'égoïste. Nous sommes arrivés à l'aéroport 2 heures à l'avance parce que David est pathologiquement ponctuel et que j'étais trop anxieuse pour rester assise à la maison de toute façon. Je prenais un café quand je les ai aperçus au comptoir d'enregistrement, mes parents et Marcus, tous les 3 en train de rire de quelque chose, l'air parfaitement à l'aise dans leurs vêtements de voyage décontractés et Cher qui, d'une manière ou d'une autre, criait hâte. Nous avons notre place dans les cabines premium. Il s'enregistrait pour la première classe, ai-je réalisé avec une secousse d'ironie, qui aurait été drôle si elle n'avait pas été si parfaitement représentative de ma vie. Première classe sur Sierra Summit Airlines, la compagnie que je possédais, payée par les beaux-parents de Marcus, qui avaient vraiment l'argent que mes parents prétendaient avoir. Je les observais de derrière un pilier comme une espionne, et c'est là que j'ai entendu la voix de ma mère portée à travers le terminal.
Dieu merci, nous n'avons pas à nous asseoir près d'Emma. Tu sais comment elle est. Elle va probablement passer tout le vol à essayer de nous parler de sa petite entreprise ou à se plaindre de quelque chose. Comme ça, on pourra vraiment se détendre. Marcus a ri. Et mon père a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais ils ont tous gloussé comme s'ils partageaient une blague privée sur le fardeau que j'étais. J'ai senti la main de David sur mon épaule avant de réaliser qu'il m'avait suivi. « Tu as entendu ça ?» a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, ravalant le goût familier de l'humiliation. Ils ont embarqué tôt avec l'embarquement prioritaire, passant devant la file d'attente normale avec leur statut qu'ils n'avaient pas mérité, se dirigeant vers la passerelle comme s'ils étaient les propriétaires des lieux, ce qui était hilarant parce que j'étais littéralement la propriétaire des lieux, mais ils ne le savaient pas. David et moi avons attendu le groupe d'embarquement normal de la première classe, faisant la queue avec les autres passagers comme des gens normaux, et pendant tout ce temps, je sentais cette angoisse croissante dans mon estomac. Lorsque notre groupe a été appelé, nous avons marché ensemble sur la passerelle, nos bagages à main roulant derrière nous, et David m'a serré la main. « Ça va ?» a-t-il demandé, ses yeux cherchant des failles sur mon visage. J'ai hoché la tête, mais je n'allais pas bien. Quelque chose n'allait pas. Ce commentaire de ma mère tournait en boucle dans ma tête. Dieu merci. Nous n'avons pas à nous asseoir près d'Emma. Et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ce vol allait être pire que ce que j'avais imaginé, que d'une manière ou d'une autre, ma famille trouverait un moyen de rendre même cela misérable, même si nous allions juste nous asseoir dans nos rangées séparées et nous ignorer pendant 3 heures. J'aurais dû faire confiance à cet instant. J'aurais dû faire demi-tour sur le champ. Je suis entrée dans la cabine de première classe et j'ai immédiatement croisé le regard de ma mère, qui était installée dans la rangée 2, sirotant déjà un mimosa d'avant-décollage, comme si elle voyageait en première classe tous les jours de sa vie. Son visage a eu cette expression, cette torsion de surprise et de mécontentement, comme si elle venait de mordre dans un citron en pensant que c'était une orange. Mon père était à côté d'elle, Marcus et Vanessa étaient dans la rangée 3 et tous les 4 me fixaient comme si j'étais entrée dans les mauvaises toilettes. Mes sièges étaient dans la rangée 4, juste derrière Marcus. Bien sûr qu'il l'était. L'univers a ce genre de sens de l'humour. Alors que David et moi avancions dans l'allée, j'ai vu ma mère se pencher vers mon père et chuchoter quelque chose de manière théâtrale, ses lèvres bougeant à peine mais ses yeux ne me quittant jamais, et l'expression de mon père est passée de la confusion à quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait presque à de la colère. L'hôtesse de l'air, Jessica, début de la vingtaine, queue de cheval blonde, cette énergie empressée de quelqu'un de nouveau dans le métier, s'occupait de Marcus et Vanessa, riant à quelque chose que Marcus disait, s'assurant que leur verre de champagne était plein, leur demandant s'ils avaient besoin d'oreillers supplémentaires. Elle ne m'a même pas jeté un regard alors que je passais. J'ai rangé mon sac, me suis glissée dans le siège côté hublot et David a pris le siège côté couloir, créant une petite zone de sécurité entre moi et ce qui allait se passer, parce que nous le sentions tous les deux maintenant. Cette tension électrique, le sentiment que quelque chose allait mal tourner. J'étais à peine installée, je n'avais même pas mis ma ceinture. Quand j'ai vu la main de ma mère se lever et faire signe à Jessica avec le genre d'urgence que l'on utiliserait si quelqu'un avait une urgence médicale, Jessica s'est précipitée, se penchant pour entendre ce que ma mère disait, et je ne pouvais pas distinguer les mots, mais je pouvais voir le visage de ma mère, tout en sollicitude, en sympathie, et complètement faux. Les yeux de Jessica ne cessaient de se tourner vers moi, et à chaque regard, son expression passait d'une attention polie à de l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de l'alarme. Ma mère a parlé pendant ce qui m'a semblé une éternité, faisant des gestes subtils dans ma direction, et mon père s'est joint à elle, hochant la tête sérieusement, comme s'il signalait un crime. Jessica avait l'air vraiment inquiète maintenant, regardant alternativement entre eux et moi, comme si elle essayait de résoudre une énigme. Et j'ai senti la main de David trouver la mienne sous la coudoir. Ce n'allait pas être un vol normal. Jessica s'est approchée de nous avec ce sourire d'excuse que les hôtesses de l'air utilisent quand elles sont sur le point de gâcher votre journée, et mon cœur a commencé à battre la chamade avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Madame, dit-elle en s'adressant à moi avec une politesse douloureuse, il y a peut-être un problème avec vos cartes d'embarquement. Pourriez-vous venir avec moi pour vérifier vos billets? »
Mon cœur battait à tout rompre maintenant. David se raidit à côté de moi, sa main se resserrant autour de la mienne. Derrière nous, je pouvais sentir le regard de ma mère, et quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, je l'ai vue. Ce regard de complète justification sur son visage, comme si elle venait de gagner quelque chose. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai montré à Jessica mes cartes d'embarquement sur l'application de la compagnie. Elles étaient valides. Évidemment qu'elles étaient valides. Je les avais réservées moi-même via le système que je possédais littéralement. Jessica les a étudiées, le front plissé de confusion, et pendant une seconde, j'ai cru que ce serait fini, qu'elle s'excuserait pour le malentendu et nous laisserait tranquilles. Mais ensuite, elle a dit, encore plus désolée, « Je suis vraiment navrée, mais un autre passager a exprimé une inquiétude quant au fait que vous pourriez être dans la mauvaise cabine. » Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Mauvaise cabine. Comme si j'étais une arnaqueuse qui s'était faufilée devant l'agent d'embarquement, comme si j'essayais de voler une expérience que je n'avais pas payée. Quel passager? Ai-je demandé, ma voix sortant plus stable que je ne le sentais. Le professionnalisme de Jessica a pris le dessus et elle n'a rien dit, mais ses yeux l'ont trahi, se tournant involontairement vers la rangée 2, vers ma mère, qui observait toute cette interaction avec une satisfaction à peine dissimulée. Bien sûr que c'était elle. Ma propre mère m'avait dénoncée à l'équipage comme si j'étais une menace pour la sécurité. Comme si j'étais une personne lambda essayant de se faufiler en première classe au lieu de sa propre fille, qui avait payé le plein tarif pour un siège sur une compagnie aérienne qu'elle ne savait pas que je possédais. L'ironie aurait été hilarante si je n'étais pas en train de mourir d'humiliation devant une cabine remplie d'inconnus. La voix de David s'est sortie, basse et dangereuse. Sa carte d'embarquement est valide. Nous n'allons nulle part. Jessica avait l'air vraiment désemparée maintenant, prise entre sa formation et le poison que ma mère lui avait instillé. « Je comprends, monsieur, mais je dois donner suite aux préoccupations des passagers. C'est le protocole. » Jessica s'est retirée à l'avant de la cabine et je l'ai regardée discuter avec le chef de cabine, un homme plus âgé aux cheveux argentés et à l'expression qui suggérait qu'il avait tout vu et qu'il était fatigué de tout. Mais alors, la voix de ma mère a transpercé la cabine, n'essayant même plus d'être discrète, ne faisant même plus semblant de chuchoter. « Je vous le dis, elle a dû se surclasser sans payer. Ma fille a des problèmes financiers. Nous avons dû l'aider constamment. Elle arnaque probablement le système d'une manière ou d'une autre. » Mon visage est devenu chaud, brûlant. Comme si quelqu'un avait braqué un projecteur directement sur moi et annoncé à tout le monde que j'étais une fraude, un cas social, quelqu'un qui n'avait pas sa place ici. Les autres passagers regardaient de maintenant, certains essayant d'être subtils, d'autres me fixant carrément comme si j'allais être escortée hors de l'avion menotté. Une femme dans la rangée 1 a serré son sac à main un peu plus fort. Un homme d'affaires de l'autre côté de l'allée m'a regardé avec un mépris non dissimulé. La mâchoire de David s'est tellement crispée que je pouvais voir le muscle très sauter sur sa joue et il a commencé à se lever, mais je lui ai attrapé le bras. Pas encore, pas encore. Ma mère a continué, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Nous avons essayé de l'aider, vraiment, mais elle prend ses décisions impulsives, et ensuite nous devons la renflouer. Je suis juste inquiète qu'elle se soit encore mise dans le pétrin. Jessica avait l'air absolument mortifiée maintenant, le visage rouge, souhaitant clairement s'être portée malade aujourd'hui. Mais elle est revenue à notre rangée quand même, parce qu'apparemment les mensonges de ma mère étaient plus convaincants que ma carte d'embarquement valide, et a dit doucement « Madame, je dois vérifier avec la porte d'embarquement que votre surclassement a été correctement traité. C'est juste une précaution. » Surclassement. Le mot est resté en suspens comme une accusation. L'implication était limpide. Il pensait que je m'étais surclassée sans payer, que j'avais piraté le système ou embobiné un agent d'embarquement ou trouvé une faille pour me faufiler en première classe comme une sorte de criminel des airs. Moi, sur ma propre compagnie aérienne, accusée de vol par ma propre mère. La main de David a de nouveau trouvé la mienne et il l'a serrée si fort que ça en était presque douloureux. « C'est de la folie », a-t-il marmonné pour lui-même. « Emma, dis-leur. » Mais je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée, mon visage trop chaud, tout mon corps figé dans ce moment d'humiliation complète et totale orchestré par la femme qui m'a donné la vie.
David a parlé pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, et sa voix était calme mais empreinte d'une fermeté d'acier, le genre d'autorité tranquille qui faisait que les gens écoutaient. Le billet de ma fiancée est valide. Nous ne bougeons pas. Jessica a ouvert la bouche pour répondre, mais David a continué. Nous vous avons montré nos cartes d'embarquement. Elles sont légitimes. Nous avons payé pour ces sièges. Nous n'allons nulle part. Jessica avait l'air désespérément mal à l'aise, prise entre son devoir et la reconnaissance que cette situation avait dégénéré en quelque chose de laid et d'injuste. « Je comprends, monsieur, mais le protocole exige que je vérifie toute préoccupation d'un passager concernant. » David l'a interrompu, sa voix toujours calme mais devenant plus tranchante. « Quel protocole? Le protocole où vous harcelez des clients payants parce qu'un autre passager a fait une accusation sans fondement? Le protocole où vous croyez la parole d'une personne plutôt que des documents réels? » C'est ce protocole que nous suivons ici. Jessica a reculé d'un pas, clairement non formée pour ce niveau de confrontation, et c'est à ce moment-là que la voix de ma mère a de nouveau retenti, assez fort pour que toute la cabine l'entende. « Oh, Emma, ne fais pas de scène. Si tu ne peux pas te permettre la première classe, dis-le simplement. Nous ne te jugeons pas, ma chérie. Il n'y a aucune honte à être honnête sur ta situation. » La sympathie théâtrale dans sa voix était d'une certaine manière pire que si elle m'avait ouvertement insultée. C'était ce ton mielleux et compatissant qui la dépeignait comme la mère inquiète et moi comme la fille à problème qui avait besoin d'une intervention, qui devait être sauvée de ses propres mauvais choix. « Nous voulons juste t'aider », a-t-elle poursuivi, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, le même sourire qu'elle utilisait lorsqu'elle racontait aux autres mes difficultés lors des dîners. « Mais tu dois arrêter de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. C'est normal d'avoir besoin d'aide. » D'autres passagers hochaient la tête maintenant, adhérant complètement à son récit. Voyant exactement ce qu'elle voulait qu'ils voient, une mère généreuse et patiente essayant de gérer sa fille désastreuse qui avait tenté de se faufiler en première classe et qui faisait maintenant une crise parce qu'elle s'était fait prendre. Je voulais disparaître. Je voulais que l'avion s'ouvre et m'avale tout entière. Mais la main de David tenait toujours la mienne, manquant à la réalité, et Jessica reculait lentement, prévoyant clairement de faire remonter l'affaire à quelqu'un avec plus d'autorité, quelqu'un qui pourrait nous retirer de force de nos sièges. Le chef de cabine est arrivé, et son expression m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il s'était déjà fait son opinion. « Madame, monsieur, » dit-il avec une patience forcée, je vais devoir vous demander de vous déplacer vers des sièges en classe économique jusqu'à ce que cela soit réglé. Nous avons de la disponibilité à l'arrière et... Non, dis-je, ma voix fonctionnant enfin à nouveau. Nous ne bougeons pas. Son expression se durcit. Madame, j'essaie d'être raisonnable ici, mais si vous refusez de coopérer, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la sécurité pour vous faire descendre de l'avion. La voix de mon père s'est se jointe en nos cœurs maintenant, parce que bien sûr qu'elle le ferait. Emma, tu te ridiculises. Nous savons que tu as eu des difficultés financières. Accepte simplement les sièges en classe économique avec grâce et arrête de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Le mot « grâce » est sorti comme s'il parlait à un enfant faisant une crise de colère dans une épicerie. Marcus s'est penché par-dessus son siège, secouant la tête avec ce mélange familier d'agacement et de dégoût que j'avais vu toute ma vie. « Bon sang, Em, pourquoi dois-tu toujours être si difficile? Pourquoi ne peux-tu pas être normale pour une fois? » Et puis Vanessa, ma future belle-sœur que j'avais rencontrée peut-être 4 fois au total, a sorti son téléphone et a commencé à filmer, le tenant en l'air comme si elle documentait une sorte de crise de nerfs publique pour ses stories Instagram, composant probablement déjà dans sa tête la légende sur les membres de la famille Fou. Jessica avait maintenant l'air au bord des larmes, ses mains se tordant, détestant clairement chaque seconde de cette situation mais ne sachant pas comment l'arrêter. Elle avait probablement commencé son service en pensant qu'elle servirait quelques verres et ramasserait quelques déchets, et au lieu de cela, elle s'était retrouvée au milieu d'une guerre familiale à 30 000 pieds. Enfin, nous n'avions pas encore décollé, mais l'altitude de ce désastre augmentait certainement. Ma mère s'est alors levée,
se tournant pour faire face au reste de la cabine comme si elle s'adressait à un jury, sa voix résonnant avec une conviction absolue. Elle n'a pas sa place en première classe. Regardez-la. Et elle a fait un geste vers moi, vers mes vêtements, vers mon visage, vers mon existence entière, comme si j'étais une preuve dans une affaire qu'elle était en train de monter. C'est exactement le genre de comportement auquel nous avons affaire depuis des années. L'arrogance, l'illusion. Nous avons essayé de l'aider, mais elle refuse d'accepter la réalité. D'autres passagers hochaient en la tête en accord avec cette diffamation qui se déroulait en temps réel. Je me suis levée. La cabine était devenue absolument silencieuse, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton meute de l'avion entier. Je tremblais. Je pouvais le sentir dans mes mains, dans mes jambes, mais quand j'ai ouvert la bouche, ma voix s'était sortie stable et claire. Vous avez raison. Laissez-moi passer un appel. J'ai sorti mon téléphone et David me regardait attentivement, ses yeux posant la question qu'il ne disait pas à voix haute, et je lui ai fait le plus petit des hochements de tête. Le chef de cabine a commencé à dire quelque chose sur l'utilisation du téléphone avant le décollage, mais je composais déjà, mes doigts se déplaçant par mémoire musculaire vers un numéro que j'avais appelé une centaine de fois, un numéro que tout le monde dans l'aviation connaît par cœur s'il travaille pour Sierra Summit Airlines. La ligne a décroché après 2 sonneries. « Bonjour, ici Emma Richards », ai-je dit, et je l'ai dit assez fort pour que tout le monde entende, de manière claire et professionnelle et avec le genre d'autorité que j'utilisais en réunion du conseil d'administration. Identifiant passager, Novembre Roméo 7723. Je dois parler immédiatement au directeur des opérations. Ce n'est pas un problème de service client, c'est un problème de niveau exécutif. Le visage du chef de cabine a changé. C'était subtil au début, juste une lueur de confusion, mais ensuite la reconnaissance a commencé à poindre dans ses yeux comme si quelqu'un venait d'allumer une lumière dans une pièce sombre. Il connaissait ce format d'identifiant passager. Il savait que quiconque appelait directement les opérations et utilisait un identifiant passager exécutif n'était pas une personne lambda essayant de se faufiler en première classe. Ma mère a ri pour de vrai, de ce même trille condescendant qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais ridicule. « Oh, Emma, arrête de faire ta dramatique. Qui appelles-tu? Quoi, tu penses connaître le PDG ou quelque chose comme ça? » Elle s'est tournée vers les autres passagers, les invitant à se joindre à la blague de sa fille délirante. Elle fait ça. Elle prétend être plus importante qu'elle ne l'est. C'est vraiment très triste. Mais le chef de cabine ne riait pas. Il était devenu pâle. Jessica avait cessé de pleurer et me regardait la bouche légèrement ouverte. Le directeur des opérations est arrivé en ligne. « Madame Richards, en quoi puis-je vous aider? » Et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux quand j'ai dit « J'ai besoin que vous me mettiez en communication avec le commandant de bord. Nous avons une situation en première classe qui nécessite une attention immédiate. » Le directeur des opérations n'a pas hésité. « Un instant, Madame Richards. Je vous mets en communication avec le commandant de bord. » Il y a eu un clic, une brève tonalité d'attente, puis une voix masculine s'est fait entendre, professionnelle et légèrement confuse. « Ici le commandant Morrison. » J'ai activé le haut-parleur et j'ai tenu le téléphone en l'air pour que tout le monde dans la cabine puisse entendre. « Commandant Morrison, ici Emma Richards. » Il y a eu une pause, et quand il a repris la parole, sa confusion s'était transformée en inquiétude. « Madame Richards, est-ce que tout va bien? Êtes-vous à bord de l'avion? »« Oui, » ai-je dit, en gardant ma voix stable bien que mon cœur s'emballe. « Nous avons une situation en première classe. On me demande de quitter mon siège parce qu'un autre passager prétend que je n'ai pas ma place ici. J'aimerais que vous consultiez la liste des passagers et que vous confirmiez ma réservation. » Je pouvais entendre le cliquetis d'un clavier en arrière-plan, le son de lui consultant le système dans le cockpit. Le chef de cabine était passé de pâle à gris. Jessica avait l'air sur le point de s'évanouir. Le sourire de ma mère commençait à vaciller sur les bords, l'incertitude s'insinuant, mais elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait toujours que je bluffais, que c'était une mise en scène élaborée. Le commandant Morrison est revenu en ligne. « Madame Richards? Je consulte la liste des passagers maintenant. Votre réservation est confirmée. Première classe, rangée 4, sièges A et B. Payé en totalité. Réservé sous le code de dérogation du propriétaire. » La cabine était d'un silence de mort.
On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette. Dérogation du propriétaire. Ces 3 mots flottaient dans l'air comme de la fumée, et j'ai regardé le visage du chef de cabine alors que toute l'implication le frappait comme un train de marchandises. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est légèrement ouverte et il a fait un pas en arrière involontaire. Ma mère souriait toujours, mais son sourire était maintenant figé, confus, comme si elle avait manqué une partie cruciale de la conversation. Dérogation du propriétaire? A-t-elle répété, regardant les autres passagers comme si quelqu'un allait lui expliquer la blague. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le visage du chef de cabine passa du gris au blanc, tout le sang s'en retirant comme si quelqu'un avait ouvert une vanne. Dérogation du propriétaire, murmura-t-il, et je pouvais le voir faire le calcul dans sa tête, reliant des points qu'il aurait dû relier 10 minutes plus tôt. Je me suis tournée pour regarder ma mère droit dans les yeux, et je me suis permis de ressentir chaque once de satisfaction qui s'était accumulée depuis le début de ce cauchemar. J'ai acheté Sierra Summit Airlines il y a 3 ans. Je suis propriétaire de cet avion. Je suis propriétaire de chaque siège à bord, y compris ceux sur lesquels vous êtes assis en ce moment. La bouche de ma mère s'ouvrit et se referma comme un poisson se noyant dans l'air. Aucun son ne sortit. Mon père était devenu complètement immobile, son mimosa oublié dans sa main. Marcus se pencha en avant, son visage un masque d'incrédulité. « C'est impossible. Tu fais du conseil. Tu diriges un cabinet de conseil. »« C'est exact, » dis-je, ma voix stable et claire et si calme. « Je fais du conseil. » Et il y a 3 ans, mon conseil m'a mené à acquérir une participation majoritaire dans un transporteur régional en difficulté. Puis je l'ai rendu rentable. J'ai restructuré toute l'opération, étendu les itinéraires, modernisé la flotte, et je l'ai fait grandir pour en faire une compagnie aérienne nationale avec une valorisation à 8 chiffres. Mais vous ne sauriez rien de tout ça, parce que vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement. Vous avez juste décidé que c'était ma petite entreprise, et vous en êtes resté là. La cabine était si silencieuse que je pouvais entendre le téléphone de quelqu'un vibrer 3 rangées plus loin. Chaque passager me fixait maintenant, mais cette fois ce n'était pas avec dégoût ou jugement. C'était avec choc, avec fascination, avec la prise de conscience naissante qu'il venait d'assister à l'humiliation publique d'une famille entière par elle-même. Ma mère a finalement retrouvé sa voix et elle s'est sortie petite et confuse. « Mais tu n'as jamais dit « Nous ne savions pas ». Vous n'avez pas demandé, ai-je répété, et la simplicité de cette phrase semblait la frapper plus durement que tout ce que j'aurais pu dire d'autre. Vous étiez trop occupé à m'emprunter de l'argent et à me traiter d'égoïste quand j'ai finalement dit non, trop occupé à me dire que je n'avais ma place nulle part, trop occupé à être reconnaissant de ne pas avoir à vous asseoir près de moi. Marcus secouait la tête, toujours dans le déni. C'est de la folie. On ne peut pas juste posséder une compagnie aérienne. Ce n'est pas comme ça que... Commandant Morrison, dis-je dans le téléphone, coupant Marcus, pouvez-vous confirmer pour la cabine qui est le propriétaire de Sierra Summit Airlines? La voix du commandant est revenue par le haut-parleur. Professionnel et absolument lasse de ce drame. Sierra Summit Airlines est une société privée. La participation majoritaire appartient à Emma Richards. Le chaos absolu. Mon père a émis ce son, mi-rire, mi-étouffement, et a essayé de calmer les choses comme s'il pouvait rembobiner les 5 dernières minutes. « Eh bien, si nous avions su que tu possédais la compagnie aérienne, nous aurions... » Je l'ai interrompu, ma voix tranchante, comme du verre. « Auriez fait quoi? M'auriez traité comme une personne? Ne m'auriez pas volé d'argent pendant 3 ans d'affilée? N'auriez pas essayé de m'humilier devant une cabine entière remplie d'inconnus? » Il a fermé la bouche et pour la première fois de ma vie, mon père n'avait rien à dire. Ma mère se remettait plus vite, changeant de tactique comme elle le faisait toujours quand une approche échouait, sa voix prenant cette qualité douce et mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Emma, ma chérie, tout cela n'est qu'un malentendu. Nous étions inquiets pour toi, c'est tout. Tu sais que nous t'aimons. Vous avez dit à l'équipage que j'étais une arnaqueuse. Ai-je dit, chaque mot délibéré et précis. Vous avez dit que j'avais des problèmes financiers. Vous avez dit que vous m'aviez aidé. Vous les avez convaincus que j'essayais de voler un siège que je n'avais pas payé.
Vous avez essayé de me faire expulser de ma propre compagnie aérienne. » Les autres passagers étaient captivés, leur tête tournant entre nous comme s'ils regardaient un match de tennis, sauf que ce n'était pas un jeu. C'était toute ma famille dysfonctionnelle s'effondrant en temps réel à 30 000 pieds. Enfin, toujours au sol, mais vous comprenez. Vanessa avait cessé de filmer. Son téléphone était posé sur ses genoux et elle avait l'air de vouloir se dissoudre dans son siège. Le visage de Marcus était devenu rouge. Ce rouge tacheté de colère qu'il avait quand les choses n'allaient pas dans son sens. « Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés. Tu nous as laissé croire. »« Je ne vous ai rien laissé croire, » ai-je interrompu. « Vous avez décidé ce que vous vouliez croire à mon sujet et vous n'avez jamais pris la peine de demander la vérité. Vous avez emprunté de l'argent que vous n'avez jamais remboursé. Vous m'avez exclu des événements familiaux. Vous avez dit aux gens que j'étais difficile, que j'avais des problèmes et que j'étais une déception. Et aujourd'hui, vous avez essayé de me faire jeter d'un avion parce que vous ne pouviez pas supporter l'idée que je puisse appartenir à un endroit que vous jugiez trop bien pour moi. » Les yeux de ma mère se remplissaient de larmes maintenant, du genre théâtral qu'elle utilisait pour manipuler les situations en sa faveur. « Comment peux-tu dire ces choses? Nous sommes ta famille. »« La famille ne fait pas ça, » dis-je, et ma voix se brisa légèrement sur ce mot. Je me suis détournée de ma famille et j'ai regardé Jessica et le chef de cabine qui se tenaient tous deux figés comme des statues dans l'office. Jessica, Mike, j'ai utilisé le nom sur son badge. Vous faisiez votre travail sur la base d'informations fausses qui vous ont été délibérément fournies. Je ne vous en tiens pas rigueur. Vous avez réagi à ce que vous pensiez être une préoccupation légitime d'un passager. Jessica avait l'air sur le point de pleurer de soulagement. Mike a hoché lentement la tête, son professionnalisme reprenant le dessus même s'il semblait encore sous le choc. « Mais je veux être absolument claire, » ai-je poursuivi ma voix ferme. « Les passagers des rangées 2 et 3 ont fait de fausses déclarations au personnel de la compagnie dans l'intention de harceler un autre passager. Ils ont sciemment menti sur ma situation financière, la validité de mon billet et mon caractère. Cela enfreint nos conditions de transport, section 8, sous-section C, harcèlement et interférence avec les fonctions de l'équipage. » Mike a de nouveau hoché la tête, cette fois de manière plus définitive, et je l'ai vu prendre des notes mentales, rédigeant probablement déjà le rapport d'incident dans sa tête. Puis je me suis retournée vers ma famille, et je leur ai laissé voir tout ce que j'avais retenu pendant 31 ans. Vous avez passé des années à me traiter comme si j'étais inférieure, comme si j'étais l'enfant à problème que vous deviez tolérer, comme si c'était moi qui devais être reconnaissante que vous reconnaissiez mon existence lors des réunions de famille. Vous m'avez emprunté des milliers de dollars et n'avez jamais remboursé un centime. Vous m'avez exclu du cortège de mariage de mon propre frère. Vous vous êtes moqué de mon entreprise, de mon succès et de mes choix à chaque occasion possible. » Ma mère a ouvert la bouche, mais j'ai continué. « Et aujourd'hui, à la seconde où vous avez cru avoir le pouvoir de me remettre à ma place, à la seconde où vous avez cru pouvoir m'humilier et me rabaisser à nouveau, vous l'avez saisi, vous n'avez pas hésité, vous avez instrumentalisé l'équipage de cette compagnie aérienne contre moi parce que vous croyez sincèrement que j'étais inférieure à vous, que je ne méritais pas de m'asseoir en première classe, que je devais me souvenir de ma place dans cette hiérarchie familiale que vous avez construite et où je suis toujours tout en bas. » Marcus a essayé de se lever, mais Vanessa l'a tiré vers le bas. Mon père fixait ses mains. Les larmes de ma mère coulaient maintenant, de vraies larmes cette fois, mais je m'en fichais. J'en avais fini de m'en soucier. « Vous avez essayé de me faire jeter d'un avion, » ai-je dit doucement. « Mon avion. » Je me suis rassise dans mon siège, et le simple fait de le faire m'a donné l'impression de reconquérir un territoire qui avait toujours été le mien. David a cherché ma main, et je l'ai prise, me recentrant avant de parler à nouveau à Mike. Je veux qu'un rapport d'incident complet soit déposé avant le décollage de cet avion. Je veux les déclarations de tous les membres de l'équipage sur ce qui a été dit exactement par les passagers des rangées 2 et 3, y compris les affirmations spécifiques qu'ils ont faites sur la validité de mon billet et mon caractère, et je veux que leurs noms soient signalés dans notre système. Ma mère a eu un hoquet, sa main volant vers sa poitrine comme si je venais d'annoncer la mort de quelqu'un. Tu ne peux pas être sérieuse. Je l'ai regardé droit dans les yeux et ma voix était parfaitement calme, parfaitement stable.
Je vous mets sur notre liste d'interdiction de vol, tous les trois, de façon permanente. » Marcus a explosé de son siège, la main de Vanessa incapable de le retenir cette fois. « Tu ne peux pas faire ça. Nous devons rentrer à la maison après le mariage. Tu ne peux pas nous bannir de toute une compagnie aérienne parce que tes sentiments ont été blessés. »« Je le peux absolument, » ai-je dit, toujours calme, toujours assise, toujours en parfait contrôle. « Je suis propriétaire de la compagnie aérienne et vous avez enfreint nos conditions de transport en faisant de fausses déclarations aux membres de l'équipage dans l'intention de faire expulser un autre passager. C'est un motif de retrait permanent de nos services. Vous êtes bannis, tous les trois, avec effet immédiat. » Mon père a finalement parlé, sa voix rauque. « Emma, sois raisonnable. Nous avons fait une erreur. Nous ne savions pas. » « Vous ne saviez pas parce que vous ne vous êtes jamais assez soucié de demander, » ai-je dit. « Et oui, vous avez fait une erreur. Plusieurs, en fait. Vous pouvez prendre une autre compagnie aérienne pour rentrer après le mariage. United dessert cette ligne. Delta aussi. Je suis sûre qu'ils seront ravis de vous avoir comme client, mais vous ne volerez pas sur la mienne. Pas aujourd'hui, pas la semaine prochaine, plus jamais. » Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. « Tu fais ça pour nous punir. Tu es vindicative et cruelle. »« Je pose une limite, » l'ai-je corrigé. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Vous n'êtes pas les bienvenus sur les vols de Sierra Summit. Considérez cela comme la seule dette que vous ne pourrez jamais me demander de pardonner. » Le vol s'est poursuivi dans le silence le plus surréaliste que j'ai jamais connu. Ma famille n'a pas dit un mot de plus. Pas un seul. Ils étaient assis, raides sur leur siège, regardant droit devant eux comme s'ils étaient des otages. Et honnêtement, c'est un peu ce qu'ils étaient, otages de leurs propres conséquences. Mais quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire environ 20 minutes après le début du vol. La femme de la rangée 1, celle qui avait serré son sac à main plus tôt, s'est penchée dans l'allée et a dit doucement « Bravo, j'ai tout entendu. » Puis l'homme d'affaires en face de nous a tendu la main. « Tom Bradley, il fallait du courage. » Un par un, d'autres passagers de première classe ont commencé à se présenter discrètement, à exprimer leur soutien, à partager leurs propres histoires de membres de familles toxiques et de limites qu'ils auraient aimé poser plus tôt. Une femme d'une 60aine d'années, impeccablement vêtue, m'a tendu sa carte de visite. « Sandra Chen, je suis avocate. Si vous avez besoin de témoignages pour quoi que ce soit, appelez-moi. J'ai entendu chaque mot que votre mère a dit. » J'ai pris la carte, mes mains tremblant encore légèrement, et j'ai réussi à dire merci. Jessica et Mike étaient professionnellement désolés, nous apportant, à David et moi, des boissons sans qu'on le leur demande, vérifiant que tout allait bien sans être envahissant, clairement mortifié par toute la situation, mais la gérant avec grâce. Jessica a murmuré des excuses en m'apportant mon eau. J'aurais dû vérifier d'abord, je suis tellement désolée. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, qu'elle avait été manipulée. Mais je pouvais voir la leçon s'ancrer en elle. Toujours vérifier, toujours remettre en question, ne jamais présumer. David a tenu ma main pendant tout le vol, 3 heures de ses doigts entrelacés avec les miens, manquant à cette nouvelle réalité où je m'étais enfin défendue. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années, physiquement plus légère, comme si j'avais porté un poids dont je ne réalisais pas l'existence et que quelqu'un venait de me le retirer des épaules. Lorsque nous avons atterri et que le signal de la ceinture s'est éteint, j'ai regardé ma famille rassembler ses affaires dans un silence tendu. Le visage de ma mère était un masque de rage et d'humiliation, sa mâchoire serrée, ses yeux rouges. Mon père ne regardait personne. Marcus a attrapé leur sac brutalement et Vanessa a suivi comme si elle voulait disparaître. Ils ont débarqué rapidement, bousculant d'autres passagers, et ils n'ont pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Je suis restée assise là avec David, attendant que la cabine se vide, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en présence de ma famille depuis des décennies. La paix. 3 jours plus tard, David et moi étions censés être au mariage de Marcus. Au lieu de cela, nous étions sur mon canapé, à manger des plats à emporter et à regarder de la télé-réalité de bas étage, et je ne ressentais absolument aucune culpabilité. J'ai tout de même envoyé un cadeau,
un petit cadre photo de bon goût de leur liste de mariage, l'article le moins cher à 45 $. Mesquin? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Mon téléphone a explosé de messages dès la veille du mariage. Ma mère. Comment as-tu pu nous humilier comme ça? As-tu la moindre idée de ce que les gens disent? Des membres de la famille élargie dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années avaient soudainement des opinions, tous exigeant que je m'excuse, me traitant de vindicative, de cruelle et de dramatique. Ma tante Carole, qui m'avait ignorée à chaque réunion de famille pendant une décennie, m'a envoyé un SMS de 3 paragraphes sur l'importance du pardon familial. Marcus a menacé de poursuites judiciaires, ce qui était hilarant. Son avocat a apparemment ri quand Marcus a mentionné le rapport d'incident, les déclarations des témoins et les enregistrements du cockpit qui sont standards sur tous les vols commerciaux. Il s'avère que ma sœur ne me laisse pas prendre sa compagnie aérienne après que j'ai essayé de la faire expulser, n'est pas un motif de poursuite. Je les ai tous bloqués, chacun d'entre eux, et c'était comme supprimer un logiciel malveillant de ma vie. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de ma cousine Sarah, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, parce que ma mère l'avait progressivement exclue des événements familiaux après son divorce. « J'ai entendu ce qui s'est passé dans l'avion », a-t-elle écrit. « Bravo à toi. J'aurais aimé faire quelque chose comme ça il y a des années. » Nous avons pris un café le lendemain, et Sarah avait des histoires, tellement d'histoires sur la façon dont mes parents l'avaient traitée, sur la cruauté de Marcus, sur les schémas toxiques que je pensais diriger uniquement contre moi, mais qui se sont avérés être la procédure opérationnelle standard de la famille. Ma famille n'a pas fini d'essayer de me manipuler. Je reçois des emails de comptes que je ne reconnais pas. Des émissaires envoyés pour me dire que je déchire la famille. Mais voici le truc. J'en ai fini d'être manipulée. J'en ai fini de me faire toute petite pour qu'ils soient à l'aise. La semaine dernière, David et moi y avons réservé un autre vol, en première classe sur Sierra Summit, naturellement. Cette fois, en m'installant dans mon siège, j'en ai vraiment profité. J'ai commandé le champagne. Je me suis étirée. Je me sentais à ma place, parce que je l'étais. Je le suis. Alors laissez-moi vous demander, suis-je allé trop loin ou pas assez?